Rebonsoir à tout le monde. Ça paraît parfois compliqué de prendre la parole après beaucoup d'orateurs, mais je vais essayer. Je vais essayer surtout en partant d'un principe, c'est que nous sommes tous dans une organisation qu'on appelle l'université. Et notre vie est ainsi rythmée par la vie organisationnelle. Mintzberg, qui est un des auteurs que je lis beaucoup, dit que dans le monde moderne, nous naissons et nous mourons dans les organisations. Petite illustration, vous naissez dans un hôpital, c'est une organisation. Pour signaler au monde que vous êtes venu au monde, on va aller signaler à la mairie, deuxième organisation. Si vos parents croient en un Dieu, ils vont vous amener à l'église pour qu'on vous nettoie du fameux péché originel. Et dès que vous commencez à bavarder à la maison, c'est fini. On vous inscrit à l'organisation de la vie qu'on appelle l'école. Vous voyez que nous faisons l'école jusqu'à trouver parfois la mort. Et quand vous sortez de l'école, vous êtes très content d'être recruté dans une banque, dans une agence de voyage, dans un hôtel, dans une entreprise, dans la fonction publique. Vous n'avez qu'à voir ce que j'appelle le bouchon administratif. Chaque fois qu'on annonce un concours, on veut 15 places. Vous avez 300 000 personnes qui se mobilisent. On a bien dit 15. Les gens pourraient bien se regarder en se disant, bon, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Que 15 personnes se prennent là, ça va, nous on attend peut-être un autre concours. Mais non. Tout le monde veut entrer. On recherche quoi? Le travail. Alors, nous tous, on a grandi avec cette pensée. Le travail est loin de nous. 3 grands mots. L'envie, le vice et le besoin. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous allez ajouter ceci. Autant le travail est loin de nous, 3 grands mots, autant le travail nous apporte 3 maladies. Le stress, le burn-out, le harcèlement moral, et on peut m'ajouter les troubles musculo-squelettiques. Vous avez vu tout à l'heure, quand le seul doyen a demandé qu'on se lève, il y a des gens qui commençaient à avoir du mal à se lever, non? Voilà, parce qu'on ne se rend pas compte que le seul endroit où nous passons le clair de notre vie, ce n'est pas en famille. C'est curieux. Le seul endroit où nous passons le clair de notre temps s'appelle l'organisation. Et comme disait Dr Eyoum tout à l'heure, même quand on est en vacances, non, dimanche, on va à la messe, mais dès que la messe finit, on fait un tour au bureau. Dimanche, jour du Seigneur. Mais les gens arrivent à grappiller dans le temps du Seigneur un petit temps pour aller voir si la chaise est bien disposée. Mais si la chaise était mal disposée, qu'est-ce qui t'arriverait? Ok? Alors, ça veut donc dire que, dans mon exposé, je reviens pas nécessairement sur des choses qu'on sait déjà, mais je voudrais peut-être davantage insister sur le fait que le burn-out existe. Il existe tellement dans le milieu professionnel qu'en réalité, il fait partie du milieu professionnel. Donc par conséquent, c'est comme une fatalité. C'est-à-dire, sachez que quand vous courez derrière le travail, vous allez croiser le burn-out. Donc c'est comme une sorte de fatalité. On est obligé de vivre avec. Et c'est pour ça que dans mon exposé, j'ai préféré parler de trucs et astuces. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer. Quels que soient les conseils qu'on peut vous donner ici sur comment vous asseoir, comment vous lever, comment vous coucher, chacun est quand même libre de son corps, non? Mais il y a des gens qui sont à l'aise dans la souffrance. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille changer là-dedans? D'ailleurs, on va dire le psychologue aime soit foutre son nez partout. Alors, j'attire votre attention sur la notion d'organisation. On dit que c'est un groupe de personnes engagées dans des activités spécialisées et interdépendantes en vue d'atteindre un but ou de réaliser une mission commune. Alors, la devise à l'université de Caen, de monsieur le recteur, c'est la dynamique collective. Nous
travaillons tous ensemble pour que quand on va dire que l'université de Tchang est la première institution universitaire, que ça ne soit pas l'affaire d'une personne, mais l'affaire de tout le monde. OK? Et dans la première définition, il y a un mot sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la notion d'acteur. Qu'est-ce qui caractérise un acteur dans la vie? Qu'est-ce qui caractérise un acteur? Il y a les femmes qui regardent beaucoup de films. Pas l'action. C'est le rôle. Alors, sachez donc que dans une organisation, tout le monde a un rôle à jouer. Et un rôle, c'est quoi? C'est l'ensemble des comportements attendus d'une personne qui a un statut. Et nous avons tous, au sein d'une organisation, un statut. Vous avez les enseignants, vous avez les étudiants, vous avez le personnel non enseignant, vous avez même ce que Mintzberg appelle la technostructure. Non, le personnel de support logistique, la navette. Imaginez un enfant qui fréquente au sommet, qui arrive, on lui dit que tous les bus ou tous les cars de la navette ne fonctionnent pas. C'est un état de stress. Comment je fais pour atteindre le sommet? Peut-être n'a pas mangé le matin. Il n'a peut-être même pas la possibilité de manger. Qu'il faille encore utiliser dans le peu d'énergie qu'il a pour aller faire le cours, l'énergie en question pour rejoindre la salle de classe qui se trouve au sommet. Donc, nous tous, nous sommes des acteurs et en tant qu'acteurs, nous avons tous un rôle à jouer. Donc, dès qu'on entre dans une organisation, on est là pour une mission. Et pour que la mission soit commune, il faudrait que chacun d'entre nous ait joué sa partition. Mais je viens de vous démontrer qu'il y a des gens qui refusent de jouer leur partition et qui vous la joutent plutôt. On ne vous ajoute pas le salaire. Alors, l'état des lieux. Alors, je puis vous dire qu'il n'y a pas un seul pays au monde où le burn-out n'existe pas. Je vous ai dit que c'est comme une sorte de fatalité. OK? Alors, et vous allez vous rendre compte que le taux de prévalence est généralement au-dessus de 40. Vous avez 46% en France en 2019 et ça entraîne d'autres effets. Aux États-Unis, on est à 65. En Australie, on est à 60. En Afrique, si on prend le Sénégal, l'Égypte, la moyenne c'est 50. Au Maroc, on est à 57. Au Bénin, on est à 69. Vous voyez que même avec le vaudou, ils arrivent à se faire bouffer par le burn-out. En Tunisie, c'est un peu moins. Mais au Cameroun, alors on est à pratiquement 63. C'est vrai que mes données sont un peu plus vieilles et quand on voit avec ce que le docteur Ndongo a présenté tout à l'heure, vous voyez que la réalité est là. C'est un mal que nous connaissons, que nous fréquentons et parfois on n'est même pas conscient qu'il est en train de nous consommer. C'est ça qui est souvent curieux dans l'affaire. Ce qu'on ne sait même pas qu'on est souffrant. Oh, et vous allez vous voir tout à l'heure que pour qu'on puisse vous prendre en charge, il faudrait que vous soyez conscient que vous êtes en situation d'aide. Et si vous ne le faites pas, on ne va pas venir toquer chez vous. Ce n'est pas comme la vaccination où on passe dans les maisons de façon forcée. Il y a un enfant ici, il faut qu'il vienne. Nous, on ne le fait pas. Il y a une condition. Vous allez la voir tout à l'heure. Alors, les phases, bon, on est déjà revenu dessus. Je crois qu'il y a beaucoup de mots là que vous retrouvez. Des engagements, augmentation du déni, déformation des valeurs, dépression, épuisement total. On passe. Alors, je voudrais attirer votre attention ici. Les métiers les plus exposés ou les professionnels les plus vulnérables du burn-out, c'est quand même curieux. Le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est les médecins. C'est normal. C'est normal. Ça fait peur de savoir que le monsieur qui est devant moi peut passer d'un moment de ce camp à l'autre camp. Et parfois, tous les paramètres montrent déjà qu'il est même déjà de l'autre côté. Mais mon métier m'oblige à faire quoi?
Vous voyez, donc on commence à vouloir jouer les oraux dans une histoire où on sait pertinemment, et les philosophes nous ont enseigné ça en terminale, la trajectoire existentielle, c'est 3 étapes, naissance, vie et mort. Oui, c'est la philosophie, mais comment le dire en direct à quelqu'un que tu as? Je ne sais pas si tu as des problèmes avec madame, mais il vaut mieux l'appeler pour lui dire combien tu l'aimes parce que tu t'en vas bientôt. C'est pas possible, ok? On va se lancer dans une illusion. Or, le simple fait de s'engager dans cette illusion-là, vous êtes déjà en train de vous consommer, ok? Donc, le personnel soignant. Après, vous avez les enseignants. Nous sommes à l'université. Alors, tout à l'heure, on parlait de charges horaires. Une fois, monsieur le recteur était, je crois que c'était en 2018, je ne peux pas oublier parce que je lui avais posé une question ce jour-là. Il s'étonnait qu'il y ait des enseignants qui aient plus de 500 heures de cours. Et dans la salle, les gens disaient, mais vraiment, quand même, les gens aussi exagèrent. Hein? Nous connaissons notre université, non? Voilà. Moi, j'enseigne en psychologie. Je suis le seul spécialiste en psychologie des organisations. Ok. Première année, introduction à la psychologie du travail. Mboué, c'est ton cours. Deuxième année, gestion des ressources humaines. Mboué, c'est ton cours. Psychologie industrielle. Mboué, c'est ton cours. Ça fait déjà 3. Master, théorie en psychologie du travail et des organes. Mboué, c'est ton histoire, non? Gestion stratégique des ressources humaines. Mboué, c'est pour toi, non? Maladie professionnelle, Mboué, c'est pour toi, non? Master 2, psychopathologie du travail, Mboué, ce sont tes choses. Intervention psychosociale en milieu professionnel, Mboué, c'est pour toi. Si vous additionnez seulement ce que je viens de citer là, j'ai déjà dépassé mon quota horaire. Et ça ne suffit pas, il n'y a pas d'enseignants en psychologie. Nous étions déjà 6, on a encore perdu 1 l'année passée, en septembre. Alors, il faut reprendre ces cours parce que monsieur le recteur a donné la date. Nous célébrons l'excellence académique le 27 juillet 2024. Vous avez compris, non? C'est figuré dans le calendrier académique. Et ce jour-là, les étudiants doivent avoir leur relevé de notes. Les premiers, par chaque filière, par chaque classe, doivent avoir leur... Qui doit faire tout ce travail? C'est les enseignants. Et on oublie de dire que nous-mêmes, nous sommes mariés, père d'enfants. Nous aussi, nous voulons que nos enfants soient les meilleurs dans leur école. Les enfants qui souffrent le plus sont les enfants des enseignants. Tu as eu combien en maths? 18. Comment ça? Le premier a eu combien? 20. Attends. Qu'est-ce qui te manque ici à la maison? Mais tu es 18. Moi, ton père, avec tout ce que je te donne. L'encadrement des mémoires à l'université, c'est une autre paire de manches. En fait, ce sont nos étudiants qui nous dirigent, nous les directeurs de mémoire. C'est quand il veut travailler qu'il vous cherche. Quand vous le cherchez, il n'est pas là. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Les enseignants. Alors, vous voyez que curieusement, c'est les métiers, on va dire quoi? Du social, qui en produisent les plus grandes victimes. Hein? Les avocats, quelqu'un a tué. Tu n'étais pas là. Mais il te dit, pour quelle affaire là? Mais, franchement, soyons honnêtes. Ce n'est pas un peu trop demandé là? Et l'avocat va se lancer dans des pérégrinations, chercher la faille. Est-ce qu'il y a une jurisprudence, même à Kuala Lumpur, en Malaisie, qui avait fait en sorte que... Vous voyez ce que vous faites faire aux enfants d'autrui. Ok? Tout ça, c'est quoi? Parce qu'un gars doit défendre le salaire à la fin du mois. Alors, il ne se rend pas compte qu'il est praticable. Il s'est mis une corde au cou. Ok? Alors, vous voyez, on termine par les cadres. Oui, tout le monde veut être cadre en entreprise. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dès que vous accédez au statut de cadre, votre espérance de vie diminue. Clair et net. Parce que le volume de dossiers à traiter au bureau par jour
va vous amener à oublier de manger, va vous faire oublier le moment d'aller dormir. Or, dès que vous ne dormez pas, dès que vous mangez mal, ne vous en faites pas. Le peu que le corps a l'habitude de garder là, ça vide et un matin, on vous trouve simplement incliné à 45 degrés à un angle. L'ordinateur est ici, mais votre tête lie derrière l'ordinateur là. Et qu'est-ce qu'on conclut? Vous n'êtes plus avec nous, c'est normal, puis vous êtes parti, sans vous en rendre compte. Alors, les déterminants. Oui, ça c'est les causes externes. J'ai gardé le meilleur ici. Tout ceci, c'est vrai. Ça existe là, vous voyez que des gens ont déjà fait les travaux dessus. Mais depuis 2017, que je suis enseignant ici, je mène des études auprès des entreprises publiques et certaines privées qui acceptent. Alors, il y a 3 causes personnelles qui accentuent le burn-out. La première, c'est la flânerie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en entreprise, chacun sait quel est son rôle, non? Alors, vous savez, ça se passe comment la flânerie en institution? Quelqu'un arrive au travail à 7h30. Il enlève sa veste, il accroche sur la chaise et il disparaît dans le bâtiment. À la maison, on sait qu'il est où? Le chef sait qu'il est où? Lui-même, il est où? Dans le bâtiment. Quand vous le cherchez, on dit non, il est dans le bâtiment. Faites un tour, vous revenez. Et après, vous revenez, la veste a disparu. On vous dit, ah non, là, non, demain, vendredi, non, il ne vient jamais au travail vendredi. Il y a des Camerounais pour qui la semaine de travail de 40 heures se résume en semaine, je crois, de 30 heures. Ou c'est pas moins. Il ne vient jamais au travail lundi. Il ne le cherchez jamais vendredi. La probabilité même jeudi, pour que vous le voyez, c'est qu'il faut venir avant 14 heures parce qu'il y a les levées de corps. Ok. Donc, il y a la flânerie. Deuxième cause, c'est la procrastination. La propension ou la tendance à renvoyer ce qu'on a à faire aujourd'hui, demain. Donner un devoir à une classe. Les étudiants sont intéressés à une seule question. Monsieur, on remet le devoir dans combien de temps? Vous dites 2 semaines. Pour eux, 2 semaines, c'est beaucoup, hein? Ils vont mettre la flânerie du premier jour jusqu'à la veille du devoir. Et c'est à la veille que vous voyez le délégué vous écrit à 22h. Les étudiants d'aujourd'hui n'ont aucun respect. C'est à 22h30, parfois 23h, que le délégué vous écrit. Oui, bonsoir monsieur, c'est moi le délégué. De quelle classe? De quelle université? De quoi? Est-ce que vous pouvez revoir la date pour les devoirs de demain? C'est le délégué. C'est à ce moment donc que son statut de délégué est important. Mais quand il faut chercher une salle de classe pour que vous fassiez cours, il vous dit que vraiment, prof, toutes les salles sont occupées. Deuxième donc, c'est la procrastination. On renvoie tout à demain. Alors qu'on dit, à chaque jour suffit sa peine. Il faut faire que les peines d'aujourd'hui s'arrêtent aujourd'hui pour attendre les peines de demain. Troisième élément, et non moins des moindres, c'est ce que j'appelle la propension à l'usage des outils chronophages. Le téléphone. Vous faites cours dans une salle de classe et la moitié de la classe a la tête baissée au téléphone. Vous expliquez un truc très compliqué. Tout à l'heure, l'exposé de M. Fonga. La neurobiologie. Moi, quand on faisait le cours de biologie en psychologie, c'était en anglais. Alors, l'enseignant est en train de vous expliquer comment fonctionne le système nerveux supérieur et tout le monde est au téléphone. Vous avez envie de maudire tout le monde. Parce qu'en fait, c'est là où vous prenez conscience que vous ne servez à rien et les gens vous le font comprendre. Vous ne servez à rien. Si vous allez dire au doyen que monsieur le doyen, la classe là me dépasse, le doyen va vous regarder comment? Donc vous êtes incapable de gérer une bande de... Ils sont combien? 50. Il dit que c'est une bande de 50. Mais il ne sait pas que sur les 50 là, en puissance de nuisance, ils sont tous des bombes grand Satan.
Alors, voilà les 3 choses. Téléphone, WhatsApp, réseaux sociaux. Vous êtes au bureau, vous entendez quelqu'un qui met tout le volume. Hein. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'environnement du travail. Or, on a dit que l'organisation, c'est des gens qui sont là pour une mission commune. Et que chacun doit jouer son rôle. Alors, les conséquences, donc, naturellement, vont se ressentir aussi bien sur le travailleur que sur l'organisation. OK? Alors, au niveau du travail, abaissement de la performance et de la satisfaction au travail, oui. Compromission de la qualité des soins. Alors là, c'est chez les personnels médicaux. Si tu fais l'à peu près là va se ressentir au niveau de ton rendement. Alors, vous entendez souvent des histoires rocambolesques. Une camarade de classe a été opérée en 3e année, une grossesse. L'enfant était né prématuré, 6 mois, 2 semaines. On a oublié, je crois que c'était des compresses. Et 3 mois après, elle avait du mal à s'asseoir. On lui dit non. Les gars commencent à faire ça. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié et on est allé réouvrir son corps pour se rendre compte qu'on a laissé quelque chose? Alors, qu'est-ce qui peut être responsable de ça? Vous voulez vite juger le médecin, mais vous ne savez pas que ce jour-là, peut-être, c'était l'opération de trop. Il y a un danger à être spécialiste. Hein? Quand vous êtes fatigué, tout le monde fait les mains comme ça. On fait alors comment? On a déjà apprêté le malade, le bloc. Tu dis que tu es fatigué. Je l'ai vécu. Mon premier fils au monde est venu par opération chirurgicale. Alors, quand le médecin sort du bloc au CHU, la dame lui dit, Doc, il y a encore un autre là. Il dit, s'il vous plaît, je fais comment? Je ne tiens plus, je n'ai pas mangé. Et comme c'était moi le parent, moi j'ai éclaté en sanglots. Donc j'ajoute à son stress ma part. Donc je lui dis, ok, toi tu veux aller te reposer. Moi j'attends mon premier fils au monde. On me dit que c'est toi qui dois faire qu'il arrive. Et tu me dis que toi tu es fatigué. Je fais comment? Et lorsque j'ai éclaté en sanglots, je vous assure, c'est le médecin qui a commencé à pousser lui-même le lit au bloc. Et quelques minutes après, j'avais mon premier fils. Mais c'est après, je me suis rendu compte que je lui ai foutu une pression supplémentaire. Sauf qu'à ce moment-là, je n'étais pas psy, j'étais parent. Ok? Donc, ça nous arrive à nous-mêmes de nous retrouver dans une posture qui pourtant hier ou une heure avant ne nous a pas rendu service. Ok? Donc, il y a nécessairement des effets sur le travailleur et sur l'organisation, puisque la première caractéristique de l'organisation, c'est être performante. Si une entreprise n'est plus performante, on ferme. En économie, on n'a pas le temps à vouloir des restructurations. Donc on ferme, on passe à autre chose. C'est aujourd'hui qu'on a des problèmes, on dit non, mais voyez, si on doit fermer, et qu'est-ce qu'on fait du chômage? Mais techniquement, ailleurs, on préfère fermer et on passe à autre chose. Alors, j'arrive donc ici. Mais avant d'arriver ici, je voudrais vous faire ce schéma. Parce que c'est trop facile. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas vous prendre en charge, s'il n'y a pas la demande. Qui fait la demande? La demande se fait à 2 niveaux. Premier niveau, c'est le sujet lui-même. Il faudrait encore qu'il soit conscient de son mal et qu'il accepte donc d'aller voir un spécialiste. Ok? La deuxième demande peut être faite par les proches qui constatent que lui là, de plus en plus, ce n'est plus lui-même. D'ailleurs, j'utilise souvent cette image. Par ordre d'habillement, on commence par les sous-vêtements avant le pantalon, non? Mais si par inadvertance, on met le pantalon avant de penser aux sous-vêtements, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, à ce moment, c'est la famille qui fait la demande. D'ailleurs, vous allez le lire dans nos bilans de psychologie. On commence toujours par le référent. Le patient est arrivé par... Soit c'est quelqu'un qui me l'a référé,
soit c'est lui-même qui est venu. Vous voyez? Donc si vous ne faites pas la demande, je ne vais pas vous obliger. Il ne faut pas qu'on commence à dire que émission dans la vie privée des gens. Donc, le chemin est le suivant. Pour qu'il y ait prise en charge, première étape, c'est la consultation. Docteur Ndongo a évoqué tout à l'heure les appareils, les échelles pour mesurer, pour déterminer. Alors, il faut poser le diagnostic. Il faut qu'on sache exactement où vous situez dans votre niveau de burn-out. Est-ce que c'est modéré? Est-ce que c'est faible? Est-ce que c'est élevé? Parce que bon, si c'est faible, on peut vous dire, ok, continue, mais essaie seulement de faire attention sur tel aspect. Mais si c'est déjà élevé, là, on doit faire entrer d'autres mécanismes. Après dans le diagnostic, on va donc arrêter le modèle de prise en charge. Et enfin, on va commencer la fameuse prise en charge avec des options donc d'évaluation. On peut donc revenir à la prise en charge. Alors, sachez donc qu'il y a, comme c'est un problème pluriel et qui touche aussi bien le biologique, le psychologique que le social, il y a aussi une multitude de stratégies. Alors, on peut les classer. Il y a la gestion aérobique ou sportive. Et vous voyez que tous mes prédécesseurs ont parlé de la pratique régulière du sport. Il y a la prise en charge diététique. La faculté de sciences a toute une spécialité diététique. Est-ce que vous savez que ce que nous mangeons et ce que nous buvons, à 80%, ça peut être source de notre bonheur comme source de notre malheur. OK? Donc, il y a la gestion diététique. Troisième niveau, c'est la gestion médicamenteuse des pharmaciens. Mais moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, je ne suis pas médecin. Le psychologue ne prescrit pas les ordonnances. Alors, ce qui est donc curieux au Cameroun, c'est qu'un malade vient et dit, mais tu as fini de parler là, mais tu ne me prescris rien. Non, c'est interdit. Mon métier me l'interdit. Si tu veux à tout prix prendre quelque chose, ok, va rencontrer un psychiatre, dis-lui que tu as tel type de... Mais je connais. Je sais que quand on est fatigué, il y a dynamogène. Ça va redynamiser. Mais si il te demande d'aller prendre ça, ça part plutôt redynamiser autre chose. Je vais me retrouver responsable des effets secondaires de quelque chose que je n'ai pas maîtrisé. Ok? Alors, je vais donc terminer par la prise en charge psychologique. La bonne charité se termine par soi. Pas ne commence pas, mais se termine plutôt chez soi. Alors, ici donc, il y a aussi plusieurs niveaux. Selon que l'individu est encore en mesure d'être pris en charge par lui-même. On va parler des psychothérapies de reconstruction émotionnelle et de l'estime de soi. Alors, quelqu'un qui passe le temps à dire, j'ai l'impression que je ne sers à rien. J'ai l'impression que ma vie ne sert à rien. Je dois savoir que c'est moi qui suis de trop. Et je crois que le monde serait mieux sans moi. On est là, dans le monde des idées, n'est-ce pas? Mais ce monde a créé en vous un conditionnement. Le rôle du psychologue que je suis va donc consister à vous déconditionner. C'est-à-dire quoi? À remplacer les phrases négatives. Je crois que le monde irait mieux sans moi. C'est une pensée qui inhibe l'action. On va la remplacer par le monde pourrait aussi aller mieux avec toi, présent et vivant. Et la personne dit, ah bon? Vous voyez qu'elle n'était plus consciente, on a parlé de dépersonnalisation. Les gens ne savent même plus qu'ils existent. C'est pour ça qu'ils veulent mourir. Mais si vous l'amenez à prendre conscience que non, tu as encore ton mot à dire. Il dit, donc c'est vrai ça. Hein? Donc quand vous me regardez là, vous estimez que moi aussi je peux encore. Je lui dis, mais oui, c'est quel jour aujourd'hui? C'est jeudi. Demain c'est vendredi, nous irons en boîte. Et c'est là où il réalise qu'en fait, depuis qu'il est né, il n'a jamais été en boîte. Et il a souvent considéré ceux qui vont en boîte comme des gens, en réalité, qui marchent avec la tête et les pieds de l'autre côté. Vous voyez? Ça paraît banal. Mais des choses que nous vivons dans des cabinets de consultation sont parfois, vous vous rendez compte que, mais mon Dieu. Donc, en fait, les gens meurent
parfois ils ne savent même pas pourquoi ils meurent. Et que le bonheur, ce n'est pas aussi loin, mais le bonheur est toujours à côté de soi, mais on n'en est plus conscience. Donc, il y a des psychothérapies, il y a des thérapies cognitivo-comportementales. Ça veut dire quoi? On change ta façon de penser pour qu'automatiquement ta façon d'agir aussi change. Ok? Alors, si j'avais des idées négatives, je ne peux pas faire ça. Alors, ne pas. C'est une pensée qui inhibe l'action. Et tu transformes ça par je peux le faire. Et je vais le faire. Et quand tu dis je vais le faire, tu es en train de le faire. Alors là, tu te rends compte que tu es parti du côté -1 au côté +1. Alors, on va donc terminer par... Alors, moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est la technique d'agenda. Puisque nous sommes en organisation. La technique d'agenda consiste en faire quoi? Alors, pour éviter la flânerie, pour éviter la procrastination, pour éviter l'utilisation des outils chronophages, chacun d'entre nous doit apprendre à relever ce qu'il doit faire chaque jour. Et veiller à ce qu'il ait d'abord terminé de faire ça avant de passer à autre chose. Essayez. Si c'est compliqué, il y a mon contact. On va travailler dessus. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes en majorité responsables de tout ce qui nous arrive en milieu professionnel. Et qu'une petite hygiène, une petite gestion rationnelle de son temps fait que ce qui paraissait compliqué devienne facile. Alors, je vais terminer donc par... la conclusion, le burn-out est une maladie professionnelle, comme le stress, le harcèlement moral, qui a ses bases dans l'univers organisationnel, on l'a vu tout à l'heure. Il est exacerbé autant par l'environnement professionnel que par l'individu lui-même. On a vu les causes externes, mais on a aussi vu les causes internes. Loin d'être une fatalité, le burn-out fait l'objet d'une prise en charge plurielle, médicale, aérobique ou sportive, diététique et psychologique. Il appartient à chaque organisation de mettre en place des mécanismes de prévention du burn-out et les premiers moyens de sa gestion ou de sa prise en charge. Vous allez voir que des entreprises aujourd'hui investissent avec des gros moyens pour la construction des infrastructures sportives, les mutuelles de personnel, on organise des voyages. Bref, il y a même un nouveau poste de travail qui est né, on les appelle les Chief Happiness Officer. Les responsables du bonheur au travail. C'est des gens qui sont en charge de déstresser. On a des talents de comédiens parmi certains collègues, mais qui ne demandent qu'à être mis en exergue. Un collègue peut, au cours d'une réunion qui fait 4 heures, vous raconter une anecdote qui va vous faire rire et continuer encore 2 heures dans la même réunion sans vous rendre compte que vous avez passé toute une journée. Alors, au plan individuel, la condition première de la prise en charge psychologique de l'épuisé professionnel reste et demeure la formulation de la demande d'aide. Si vous ne demandez pas de l'aide, on ne peut pas faire de miracle pour vous. Et enfin, on ne peut pas éradiquer le burn-out en milieu professionnel, mais on peut le gérer. Merci.